Super. Donc voilà, je suis avec Jean Rat et Pierre Turlure pour pour parler de la publication aux éditions Almora de ce livre assez extraordinaire, le Denko Roku, qui a été traduit du japonais et annoté par Jean Nyojo Rat. Donc on va parler de ce livre. Euh, mais avant cela, peut-être juste vous présenter. Bon, d'abord, Jean, tu as traduit ce livre. Dans les informations que j'ai, donc, je sais que euh, tu es un pratiquant depuis pas mal de temps déjà du Sen Soto, depuis 97, je crois, donc ça commence à dater, presque 30 ans. Tu as reçu l'ordination monastique en 2017. Et donc la transmission du Dharma par Pierre Turlure, qui est ici, c'est ça? C'est ça. Et donc voilà, tu pratiques le Dharma. Tu l'enseignes aussi, tu es toi-même enseignant du Dharma, Jean? Très modestement, un enseignant balbutiant. J'ai reçu effectivement la transmission du Dharma il y a 2 ans, donc l'été 2022, de Taigo Roshi ici présent. Alors, donc Pierre, il t'a nommé Taigo Roshi, donc en fait, Pierre Taïgou Turlure, tu habites au Japon où tu enseignes la philosophie et le français, je crois, hein. Donc nous sommes C'est collègues. ça, bien sûr, nous sommes collègues. On parle dans le Dharma, mais dans l'éducation nationale, au moins. Et donc, chez Almoran, on te connaît bien parce que tu as édité, enfin tu as écrit, moi j'ai édité ce livre merveilleux donc de toi, Pierre Turlure, S'éveiller à sa véritable nature, paroles vivantes des maîtres anciens du Zen, qui est un livre formidable, extraordinaire sur le Zen. Donc, alors tu es là parce que tu as écrit la préface de cette traduction. Et donc, très gentiment, tu as accepté d'être là avec nous aujourd'hui. Et je t'en remercie. Il y a aussi une préface d'ailleurs de Guy Mercier, hein, ou un avant-propos de Guy Mercier, qui est un abbé de la Gendronnière. Donc, avec Pierre Taïgou Tourlour et Guy Mercier, finalement, on a la bénédiction des autorités du Zen pour ce livre. Euh, et Jean, à part, donc tu transmets le Dharma, mais est-ce que juste comme ça, pour information, tu travailles, tu as un métier, qu'est-ce que tu fais dans la vie en fait? Alors, j'étais dans votre gang de profs avant. Ah, Je ok. faisais partie de la bande. Oui, j'étais prof d'histoire géo pendant 10 ans. Et puis j'ai démissionné et je me suis mis à mon compte. Donc j'ai enseigné beaucoup le français. J'ai fait de l'aide aux devoirs, du soutien scolaire. J'ai enseigné le français à des étudiants étrangers. Et puis j'ai été correcteur. Donc j'ai corrigé des mémoires de master, thèse, etc. Et puis depuis, là c'est la 4e année, j'ai remis un pied à l'école. Pour ma plus grande joie, je suis donc animateur périscolaire. D'accord. Voilà, ce qui me laisse du temps pour la pratique, pour l'étude et pour l'enseignement. D'accord. Très bien. Alors, donc, venons-en à ce livre énorme, il fait plus de 550 pages, Denko Roku. Alors, l'auteur de ce livre, c'est Kaizan Jokin, qui est né en 1264 au Japon et mort en 1325. Donc, on est au 13e, 14e siècle. Il est le disciple du disciple de Dogen, donc le grand philosophe japonais, fondateur aussi du Sen Soto. Alors j'avoue que quand j'ai reçu ce manuscrit, enfin quand c'était par mail, je crois, déjà, il était tellement énorme, c'était un texte du XIIIe siècle, que je me suis dit, mais qui donc ça peut intéresser? Parce que c'est tellement pointu, tellement particulier. Et en fait, on a eu des correspondances et tu m'as dit, et Pierre aussi m'a écrit pour me dire ce texte, c'était un texte fondamental du Zen Soto. Alors, est-ce que vous pouvez déjà préciser pour nos amis qui nous regardent, hein, quelle est l'importance de ce livre, en fait, dans votre tradition? Je vais peut-être exprimer les choses assez simplement et Nyojo complétera ce que, ce qu'il estime être nécessaire de dire. Euh,
il y a un premier texte qui est essentiel, c'est tout le texte de Dogen qu'on appelle le Shobogenzo, le trésor de l'œil de la vraie loi, qui constitue finalement le cœur même à la fois canonique, philosophique, qui est cette espèce de couture de broderie autour des koans que Dogen commente abondamment et avec beaucoup de liberté et le talent qu'on lui connaît. Et ce texte, le Shobogenzo, qui a été maintenu secret pendant toute une époque, a été peu à peu divulgué. Aujourd'hui, il est complètement publié. Bref, nous ne connaissions jusqu'alors que très peu de textes de Kaizan, et au 19e siècle, milieu du 19e siècle, il y a eu la découverte d'un manuscrit dans un monastère japonais, un manuscrit justement qui relatait la transmission des 52 transmissions historiques jusqu'à Dogen. Et en fait, ce texte est devenu très important. Il est devenu le deuxième texte le plus important puisqu'il met en scène ce qui est au cœur même du processus de la pratique, c'est-à-dire la rencontre entre le maître et le disciple, l'ami de bien et l'élève, et ce moment pivot dans lequel ils se reconnaissent l'un l'autre, se reconnaissent l'un dans l'autre et s'abandonnent l'un à l'autre. Voilà. Et donc ce texte est aujourd'hui extrêmement étudié. Il est commenté dans la tradition du Zen Soto et notamment dans le courant de Sojiji, puisqu'il y a deux courants essentiels. Il y a deux monastères principaux au Japon, celui de Heiji, celui de Sojiji, et celui de Sojiji a été fondé par Keizan, et donc révère particulièrement Keizan comme une figure importante, et Dogen est l'autre figure qui est reliée bien évidemment à Heiji. Voilà, très sommairement. D'accord, d'accord. D'ailleurs, puisque tu parles de Dogen, je précise que donc nous allons éditer aux éditions Almora une sélection du texte du Shobogenzo traduit par Yoko Orimo, qui a fait cette grande traduction, et elle m'a proposé de présenter l'essentiel du Shobogenzo de manière un peu plus courte que les 8 tomes aux éditions Sully, qui sont un peu encombrantes. Donc finalement, il y a aussi, je suis très heureux après ce texte de Denko-roku de publier aussi Dogen l'année prochaine. En fait, je pense que ça va être en février-mars. Donc Jean, d'abord, c'est la première. Il faut préciser, c'est la première traduction en français de ce texte, directement du japonais. Donc c'est là qu'est aussi presque l'exploit, parce que c'est un texte tellement vaste et complexe qui suppose, pour être traduit, beaucoup de connaissances. Donc, comment tu as eu, toi, l'idée de traduire ce texte? Est-ce que c'est Pierre qui t'a demandé de le traduire, ou tu t'es dit, voilà, je vais me lancer dans cette immense œuvre tout seul? C'est un concours de bonnes circonstances. Premièrement, j'ai entendu parler de ce texte par un ami qui pratiquait avec mon maître précédent. Et donc, il me parle de cette œuvre de Keizan, qu'il n'a pas consultée, qu'il ne connaît pas et qu'il souhaiterait découvrir. Et à ce moment-là, je suis enthousiasmé par l'existence de cette œuvre que je ne connaissais pas, dont j'avais très peu entendu parler, parce qu'il n'y avait que des traductions anglaises, donc très peu d'enseignants en France s'y référaient, même si j'avais déjà lu quelques bribes et des traductions sporadiques, notamment par Roland Yunoresh, qui, je me souviens, dans la revue Zen, avait publié quelques morceaux de chapitres, effectivement, fin des années 90, début des années 2000. Et d'un seul coup, je me suis dit, il faut que je découvre ce texte. Donc, effectivement, je me suis lancé un petit peu à la poursuite de ce texte et j'ai trouvé sur Internet une première traduction faite par le révérend Hubert Neumann, donc de la Shasta Abbey, et une traduction qui m'a tout de suite emballé. Ce qu'il y a, c'est qu'ensuite, donc à force de traduire depuis l'anglais, depuis sa traduction, j'ai pu aussi découvrir d'autres traductions. Et là, je me suis dit, ah ouais, il y a quand même sur certaines phrases ou sur certains passages des différences très importantes. Et qui ne sont pas seulement des différences de mots, évidemment, mais aussi
des interprétations, des directions différentes. Et donc, je souhaitais revenir au matériel de base. Et c'est ce qui m'a été permis quand j'ai découvert la traduction de Griffiths Fulk et de toute son équipe du Soto Zen Project à travers un super bouquin vraiment que j'encourage pour les gens qui souhaitent approfondir. C'est un bouquin qui est paru il y a 2 ans, voilà, mais qui était déjà en ligne depuis un moment, donc Record of the Transmission of Illumination par Griffiths Fulk, et c'est en 2 tomes, vous avez un glossaire et la traduction. Et donc, auparavant, en ligne, sur le site de la Sotoshu, donc de l'école Zen Soto, il y avait une traduction en japonais qui était visible à côté de la traduction. Donc je me suis appuyé sur ce texte, qui est vraiment le texte aujourd'hui certifié par la Sotoshu. Même si on pourra le voir, il y a quelques petites erreurs de traduction sans doute qui se sont glissées dans ce texte et qu'il faut parfois se référer à des manuscrits plus anciens. Mais en tout cas, c'est le texte de référence. Donc je me suis appuyé dessus et là je découvre la merveille vraiment de la graphie, de tous les jeux de mots du chinois, du japonais. Et je suis absolument émerveillé par la profondeur du sens de l'enseignement et je peux découvrir les branches, toutes les floraisons, toutes les interprétations des uns et des autres et comprendre d'où elles viennent, quels choix ont été opérés. Et là, je vais respirer chaque kanji, chaque phrase, jour après jour, m'asseoir avec tous ces enseignements anciens qui sont issus pour la plupart, dans le Nenkoroku, de recueils chinois bien antérieurs à Keizan, sur lesquels Keizan s'est appuyé, et puis les sermons de Keizan qui sont absolument extraordinaires de force, qui sont extrêmement directs, très très bienveillants aussi. Et voilà, j'ai été complètement enthousiasmé et je me suis laissé porter. Alors, je dois remercier ici beaucoup de gens. Je dois notamment remercier vraiment Taigu Roshi. Je l'appelle le Roshi, ça veut dire vieux maître, c'est assez affectueux. Donc Taigu Roshi ici présent, qui m'a vraiment non seulement encouragé, pas à pas dans ce travail, mais qui en plus m'a écouté, a écouté ce que je vivais, ce que j'éprouvais de l'expérience de chaque cas, et m'a vraiment encouragé toujours plus à approfondir. Et voilà, et donc je lui dois énormément, si vous voulez, la flamme qui m'a permis de continuer, d'être encouragé dans ce travail, de m'y abandonner, de faire confiance à ce qui se présentait. Et c'est un travail qui a pris combien de temps? Je crois que tu m'avais dit pas loin de 6 années. Ça fait 6 ans, absolument, parce que j'ai commencé avec les traductions anglaises que je comparais, et j'étais déjà allé assez loin dans les chapitres. Et puis, j'ai accepté de tout laisser tomber, de tout reprendre à zéro. Quand j'ai découvert vraiment le texte de base, je me suis dit, jamais je pourrais le traduire. Ça, c'est pas possible. J'ai très peu de notions en chinois, en japonais, je vais pas pouvoir. Et je me suis lancé à l'essai dans la première phrase, puis dans la deuxième phrase, puis la troisième. Et j'ai été tellement émerveillé que je me suis dit, si, il faut que je m'y mette. J'ai pas le choix. Ça m'appelle, je dois le faire. C'était même pas un questionnement, c'était même pas un choix. Ça devait se faire. Et ça s'est fait. Et je ne sais pas comment. Quand je vois tout ce boulot abattu, je ne sais même pas comment ça a pu se faire. En tout cas, j'y ai dédié ma vie, j'y ai dédié toutes mes heures libres. Ouais. Et le résultat est magnifique parce que c'est pas simplement une traduction, c'est aussi une annotation. Il y a beaucoup de notes qui nous aident à entrer dans ce texte étonnant. Alors, avant de revenir plus directement au texte, quelques mots sur Kaizan Jokin. Qui est-il en fait précisément? Il a été le petit. Dans le livre, on sait que son maître, c'est donc Ejo, qui était lui-même un disciple de Dogen. Mais quelle est son importance en fait? C'était Tetsu Gikai. On n'oublie pas Tetsu Gikai, même si effectivement Ejo l'a beaucoup entraîné, notamment dans ses premières années. Il a d'abord été disciple de Ejo, puis ensuite de Tetsu Gikai, qui était l'héritier de Ejo. Donc en fait, il était disciple du disciple de Dogen. Dogen était à la 51e génération, lui à la 54e. Donc il a fondé lui-même un monastère, disais-tu, Pierre? Oui, il a fondé beaucoup de monastères, il a énormément bâti, il a énormément pratiqué. Le premier Sojiji
était dans le nord-ouest du Japon. Et ensuite, cet ancien Sojiji a été détruit, brûlé, et donc il a été déplacé au 19e siècle tout près de Tokyo, où il s'y trouve encore. Ouais, c'est ça. Un énorme complexe. Mais il n'y a pas que ça. Il est à la source, à la création de nombreux temples et de lieux de pratique. C'est une personnalité extraordinaire. Peut-être que Nyojo pourrait peut-être nous faire toucher du doigt sa complexité. Bien, je dirais que tout d'abord, c'est quelqu'un qui grandit dans un milieu très très bouddhiste, vraiment un très bouddhiste, milieu bouddhiste très fervent et un milieu de femmes. C'est très important à dire. Sa grand-mère, quoi, déjà Miyoshi, qui avait énormément supporté Dogen matériellement, financièrement et qui l'avait suivi très très fidèlement, et aussi sa propre maman, Ekan, qui deviendra d'ailleurs abbesse. Lui-même est le premier abbé de toute la tradition, en tout cas au Japon, à transmettre à des femmes. Il a transmis à des femmes. Il a fondé le premier couvent, quand même. Le premier monastère féminin dont il remet donc c'est le Enzuin, il me semble, qui est dans le Yokoji, ou en tout cas à côté, et qu'il confie donc à la nonne Sonin, qui était non seulement sa disciple, mais aussi celle qui, au moment où elle était laïque, lui avait offert le terrain du Yokoji. Donc Sonin, mais pas seulement, il y aura aussi Ekkyu. Donc il a transmis à 2 femmes au moins, et aussi à de nombreux hommes, mais il avait vraiment une sensibilité très proche des femmes. Il a énormément contribué à la reconnaissance des femmes, de même que Dogen s'était farouchement battu pour les femmes. On le voit notamment dans le chapitre du Shobogenzo. Yotokuzui, oui, voilà, c'est ça. Et donc, premièrement, et deuxièmement, c'est aussi quelqu'un qui était un très fervent de Kannon, comme sa grand-mère, comme sa mère, donc qui a beaucoup été dans une énergie d'amour, de bienveillance, de compassion. Toute sa vie, la figure de Kannon l'a accompagné. Donc il n'est pas une figure extérieure, évidemment. Kannon est notre qualité de cœur, notre qualité de bienveillance, de maitri et de karuna, de bienveillance et de compassion, qui est en nous tous. Et peut-être un autre trait très caractéristique, c'est que c'est quelqu'un qui s'adresse à un public bien plus large. Dogen a enseigné auprès d'un public assez restreint de fait, à cause de plusieurs circonstances, de plusieurs causes. Keizan va rendre le Zen Soto beaucoup plus populaire, parce qu'il a ce génie-là de savoir parler à des publics très variés. Il a ce génie aussi d'adapter le Bouddha Dharma aux coutumes japonaises. Il va introduire notamment un peu d'ésotérisme Shingon, mais ça aussi c'est lié aux circonstances. Ça vient aussi des gens qui lui ont confié des lieux pour construire son temple. Il a beaucoup appris aussi auprès du Shingon. Et donc c'est quelqu'un qui va mêler un peu d'ésotérisme, qui va introduire beaucoup la notion de confiance aussi et de foi, qui est très très sensible au cœur des Japonais. Et puis c'est aussi quelqu'un avec un vrai sens pratique aussi. Voilà, un vrai sens pratique, un sens de l'administration, un sens du concret. Et donc, il a contribué à la diffusion très large du Zen Soto au Japon. Et sans lui, peut-être que cette école se serait éteinte, tout simplement. Pour toutes ces raisons, on l'a donc nommé Taisho, c'est-à-dire le grand ou le vaste ancêtre. Voilà. Alors que Dogen, c'était Koso, l'ancêtre élevé, haut. Lui, c'est Taiso, donc celui qui large. Voilà, exactement. Et on lui connaît d'autres textes que le Denkoruku, ou c'est vraiment le seul ouvrage de cet auteur, de ce maître? Il est l'auteur aussi de textes Construction pour s'asseoir, pour pratiquer le zen assis, le zazen. Il est l'auteur aussi de textes très très particuliers sur des aspects de la loi. Mais ce texte demeure son texte le plus important, le plus conséquent et le plus abouti. En effet. Ce qui est étonnant, c'est qu'il était découvert si tardivement, en fait, au 19e siècle. Mais il était connu, c'est ça, depuis toujours, j'imagine. Il y avait des traces, oui. mais
Voilà. Donc l'historicité de Keizan et son rayonnement étaient honorés, mais l'existence de ce texte n'avait pas été divulguée. Il y avait une tradition dans le Zen Soto. Le Zen Soto est très, surtout en ses débuts, est très féru de la notion de secret. Hein. Instruction secrète, papier secret, échange secret, poème secret, texte secret. Et donc, certains textes étaient préservés dans les monastères, étaient copiés de manière extrêmement minutieuse, parfois étaient donc colportés de lieu en lieu, mais leur lecture n'était réservée qu'à ne discourait, ni ne ventilait, ni ne divulguait l'existence de la chose à l'extérieur. Et parfois, ces textes sombraient tout simplement dans l'oubli, dans les poussières. Un rouleau s'était écrasé sous d'autres rouleaux, et ce qui fait que des textes sont encore aujourd'hui exhumables. Et c'est ce qui s'est passé au XIXe siècle avec ce texte particulier. Donc ça a été une véritable révélation pour ceux qui aimaient Keizan, parce que Keizan était déjà très aimé et très reconnu, mais que l'on puisse trouver sa voix, cette espèce d'originalité, cette force, comme Nyojo en parlait tout à l'heure, cette sensibilité, c'est absolument unique. Alors venons-en au texte. Donc ce texte incroyable, en effet. Donc il contient 53 chapitres qui sont consacrés donc à la transmission donc de la lumière, puisque c'est le titre en français. Donc cette transmission qui part du Bouddha et qui est transmise de maître en disciple jusqu'à donc Ejo, le disciple de Dogen. Alors lui, modestement, il ne se place pas dans le livre, hein, il n'y a pas un chapitre consacré à lui, mais il y a donc toute la transmission du Bouddha jusqu'à donc Ejo. Et donc, ces 53 chapitres, donc, ils sont consacrés. Alors, il y a 28 patriarches indiens, 22 patriarches chinois et 2 patriarches japonais. Donc, on a ainsi cette transmission ininterrompue du Dharma, depuis Bouddha jusqu'à Ejo. Donc, c'est ça que fait le livre, en fait. Il nous montre comment s'est transmise cette lumière de l'éveil, depuis l'origine jusqu'à lui, jusqu'à Keizan. Alors, je vais me permettre de dire quelque chose que Nyojo probablement corrigera ou exprimera autrement, mais ça me semble important de le dire. Les études récentes ont montré qu'une partie de ces transmissions sont avant tout des créations, sont fantasmées. Elles ne correspondent pas toutes à des réalités historiques. En fait, il y a 2 manières d'appréhender ce texte. On peut le voir comme un récit effectivement de filiation dans le grand style chinois. Hein, c'est cette idée qu'il faut que cette ligne de sang se poursuive et finisse par s'établir avec une continuité indiscutable. Mais il y a surtout une lecture ésotérique qu'il faut avoir. C'est-à-dire que même si le personnage de Bodhidharma aujourd'hui, de Daruma, qui est derrière moi, là, c'est le type qui fait la gueule sur le mur. J'avais reconnu, oui. Même si ce personnage, bon, pose problème, pose question, on sait qu'il a existé, mais c'est plus compliqué qu'on le croit. En fait, la réalité ésotérique de ce Bodhidharma, de ce Daruma, n'est pas historique. Elle est dans la personne qui reçoit la lumière. Elle est dans celui qui plonge ses yeux dans la lecture du Lenkoroku. Elle est chez toi, José, elle est chez moi, elle est chez toute personne humaine qui s'ouvre à cet enseignement. Nous sommes Bodhidharma, nous sommes Daruma. Mais je vais peut-être laisser Nyojo poursuivre. Merci beaucoup. Alors, Taigo Roshi pointe effectivement là l'essentiel. On ne doit pas lire, il ne faut pas lire le Denkoroku comme l'histoire de personnages extérieurs, évidemment. Et d'ailleurs, même les noms de lieux sont importants, les noms des gens sont importants et participent de ça. Je peux donner un exemple, c'est l'exemple des noms de père ou de mère de chaque maître. Quand ils sont donnés, ils ont toujours un sens qui est très profond et qui résonne avec... par exemple, on a pour Vasubandhu, donc, qui est un maître bouddhiste très très célèbre dans beaucoup de lignées d'ailleurs, Vasubandhu, on dit que son père s'appelait donc en japonais Kogai, ça veut dire couvercle.
de la lumière ou couvercle à la lumière. Et sa mère s'appelle Gonichi, qui veut dire stricte unité. Donc c'est l'unité mais un peu rigide, voilà. Et en fait, tout le cas, ça va être un déploiement, un retour au phénomène, complètement réconcilié avec les phénomènes. Et d'ailleurs, le brahman qui vient visiter les parents et qui leur dit qu'il y a un bébé là qui va apparaître, ce brahman lui aussi porte un nom qui est multitude vertueuse. On n'est plus dans la stricte unité. Donc, tous les noms ont sens, tous les noms résonnent dans le Denkoroku et nous parlent de nous, de nous-mêmes, de notre intime universel. C'est le Vasubandhu, donc le philosophe, oui, sur lequel j'avais travaillé à la fac, ouais, c'est extraordinaire. Et alors, les 53 chapitres sont structurés tous de la même façon. Donc, il y a un K, tu as évoqué le mot K, Koan en fait, je pense que ça correspond à ça. Ensuite, donc le Koan expose la transmission du maître au disciple. Ensuite, il y a un dialogue entre le patriarche qui précède et lui, c'est ça? Ensuite, il y a des circonstances, enfin, Kaizen relate les circonstances de cette transmission, de l'illumination. Et enfin, de manière assez brève, il y a un commentaire explicatif de Kaizen. Donc, c'est ces quatre structures, quatre sortes de chapitres à chaque fois. C'est répété tout du long dans les 53 chapitres. Donc, ça veut dire qu'il a dû, j'imagine, écrire ce livre. Enfin, il avait ça en tête, évidemment, tout du long, parce qu'il a maintenu son projet. Je ne sais pas d'ailleurs s'il a écrit ça sur un temps très long ou sur un temps très ramassé. Difficile à dire, mais en tout cas, voilà, il avait sur ces 53 chapitres cette structure précise dans l'esprit. Est-ce que tu penses, pourquoi il a utilisé cette structure en fait? Est-ce qu'elle sert quel projet pour lui? Yojo pourrait te répondre très exactement parce que cette structure correspond à quelque chose dans l'enseignement originel du Bouddha. En fait, l'intuition qui m'est venue à force d'éprouver le Denkoroku, c'est qu'il s'agit tout simplement de la structure des quatre nobles vérités. Le premier est le cas. Et le cas correspond toujours à une demande, à une frustration, à un effort, à une souffrance, à une insatisfaction. On a un disciple qui se présente avec tout un tas de problèmes, tout un tas de tensions. Ces tensions sont les nôtres, hein, sont des tensions intimes et complètement universelles. Et donc il se présente et il y a échange, effectivement, dialogue pendant ce cas, ce koan, avec le maître. Et il y a ouverture, il y a éveil. Deuxièmement, il y a donc les circonstances. Et ça, c'est très important, ça correspond à mon sens. Hein. Peut-être que je me trompe, mais c'est vraiment comme ça que je l'éprouve et que je le vis. C'est l'importance des circonstances, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de fait en soi. Dans le bouddhisme, rien n'existe par soi-même. Rien n'est donné par soi-même et rien n'est suscité, rien n'advient par soi-même. Tout co-advient. Il n'y a pas de chose qui soit dans l'être ou dans le non-être. Il n'y a qu'un co-événement. Et donc, on ne peut pas comprendre, on ne peut pas percevoir la profondeur des événements sans faire le pas de côté, faire le pas arrière et voir qu'il s'agit d'un processus, d'un co-événement. Et donc, rien n'est grave en soi. Un événement a ses causes, il a ses conditions, il a ses circonstances. Et donc, il est très important pour Kaizen de relater le co-événement de tout cela. Et souvent, il remonte jusqu'à la naissance du maître, parfois même à ses parents, ou à ses conditions de vie, et à tout ce qu'il a fait cheminer vers ce moment pivotal, cheville, où tout bascule, où le support se renverse. Donc ça, c'est la deuxième, et cette vérité, évidemment, c'est Samudaya, la vérité de la Sam-séance. Donc le 3, c'est le sermon de Kaizen, c'est-à-dire son commentaire. Il va donc permettre à ses disciples qui l'écoutent. Alors, tu posais la question du temps. On ne sait pas si c'est un temps long ou court. A priori, on pense quand même que cet enseignement du Denkoroku a pris un bon moment. On sait qu'il a commencé vers 1300, on ne sait pas quand il s'est fini. Mais par contre, alors on ne sait pas non plus si ça a eu lieu dans la grande salle du Dharma ou dans la chambre intime du maître.
on pense plutôt que ça serait cette deuxième solution, dans la chambre intime du maître avec ses disciples les plus intimes, les plus proches. Et donc, il parle à un public qui a déjà une pratique bien ancrée, une pratique vraiment engagée, dévouée, pleine de générosité. Et donc, il va les aider à vivre par eux-mêmes, à éprouver par eux-mêmes ce dont il est question. Et donc, il va utiliser des moyens habiles. Et j'aime beaucoup chez Kaizen, il a le côté bulldozer un peu. Vraiment, il rentre dedans. Et vraiment, il y a des phrases qui sont, mais waouh, extraordinaires. Des phrases qui ouvrent dans ses commentaires, des phrases qui percutent, qui viennent taper en profondeur et qui viennent vraiment ouvrir, pointer, ouvrir, libérer. Et à mon sens, ici, on peut vraiment vivre avec Kaizen le sens profond de ce qui est exposé dans le cas et dans les circonstances. Il pointe doucement du doigt le cœur. Et ça, pour moi, c'est Nirodha, c'est la vérité de la paix, de l'apaisement, de la cessation. Et enfin, il expose un poème. Alors ça, c'était beaucoup plus classique à l'époque, puisque chaque génération de maîtres et de moines, donc exposait sa compréhension, classiquement dans le monde chinois, par un poème. Et donc, lui, il va le faire, mais à mon sens, ça se rapproche aussi du chemin de Marga, de la quatrième noble vérité, parce qu'il ne s'agit pas seulement d'avoir entreaperçu, d'avoir vécu cette ouverture, cette présence profonde. Il s'agit de pouvoir la pratiquer dans tous les phénomènes de sa vie, dans la rencontre, au boulot, etc., partout, en marchant sur un trottoir. Et le poème qu'il nous donne, pour moi, a souvent le sens un peu d'un mantra, de phrases simples et qui permettent aux disciples d'accompagner la compréhension au quotidien de ce qu'ils ont entendu. Et je ne sais pas ce que vous en pensez, mais en tout cas, moi, c'est comme ça que je l'ai vécu. Et en me répétant ces poèmes qui sont toujours exprimés en chinois, Kaizen va utiliser la forme classique du chinois, on a vraiment comme un poinçon qui vient creuser, qui vient approfondir, nous aider à approfondir au quotidien par quelques mots très, très ramassés, faciles à mémoriser et à réciter. D'accord, je comprends mieux maintenant, là, effectivement, ces quatre chapitres dans chaque patriarche. Et alors, il y a une chose qui, moi, m'a surpris, mais vous allez m'expliquer pourquoi, peut-être, c'est que donc ça commence par un cas, donc un koan, et moi j'avais plutôt tendance, c'est dû à mon ignorance sûrement, mais j'avais plutôt tendance à associer les koans à l'école Rinzai du Zen, qui a vraiment travaillé sur le koan, et il y a toute une transmission des koans dans ces écoles. Et là, donc, j'étais un peu surpris de voir que dans l'école Soto, le koan était extrêmement important, en fait. Bien sûr. Voilà. Donc, donc, le koan, c'est pour les deux écoles, en fait. Absolument. Je vais d'abord prendre la parole, je laisserai Nyojo finir. En fait, le koan est tellement important, je le rappelais tout à l'heure, que la matière même du Shobogenzo, ce sont des koans. Ce sont des koans que Dogen commente et auxquels il redonne une vie, une forme, il les jazz d'une manière extrêmement particulière, parfois très provocatrice à sa manière. Et puis, par exemple, le koan est important dans les instructions que laisse Kaizen pour le zazen. Il recommande à un moment de travailler sur le koan durant le zazen. C'est une des possibilités. En fait, ça fait partie à l'époque du travail du moine de l'école Soto. Alors aujourd'hui, on a coutume de penser le Zen Soto, c'est le Zen de l'assise silencieuse, de l'illumination silencieuse, le Mokusho Zen, et le Zen Rinzai, c'est le Kana Zen, le Zen des mots. C'est pas aussi tranché que ça. Aujourd'hui, ce qui se passe très concrètement, c'est qu'il existe dans l'école Soto des courants de l'école Soto qui travaillent vraiment très fortement sur les koans. Par exemple, l'école du Hoshinji avec Harada Roshi travaille énormément sur les koans. Mais en général, nous ne travaillons pas de cette manière. Ce que nous faisons, c'est que nous étudions les koans, nous les emportons dans notre vie, nous essayons de ressentir les résonances qui puissent se trouver dans notre vie par rapport à eux. Nous n'avons pas une pratique forcenée des koans afin de parvenir à un éveil ou à une ouverture. Mais nous nous servons des koans pour vivre dans notre quotidien l'ouverture même dans son déploiement le plus spontané et le plus véritable.
Voilà. Donc le Kohan, oui, il est pratiqué, mais pas de la même manière. Donc il n'y a pas ce même cursus des Kohan, il n'y a pas ces livres qu'il faut traverser, il n'y a pas cette manière à la Hakuin, par exemple, de procéder Kohan après Kohan pour enfin arriver à, je dirais, aux derniers, aux ultimes Kohan de la compréhension. Mais il y a quand même, les Kohan sont importants, sont au cœur de notre pratique, bien sûr, évidemment. Et alors, quel est dans le... Pardon. Oui, et j'ajouterais que dans le Sangha, donc des montagnes et des nuages, donc où nous pratiquons donc sous la guidance de Taigo Roshi, Taigo Roshi a permis quelque chose qui est vraiment extraordinaire et qui éclaire les Koans sous un jour nouveau. C'est une ouverture, donc c'est une forme beaucoup plus horizontale de cet enseignement. C'est-à-dire que plusieurs enseignants, lui-même, mais aussi, je pense à d'autres comme Hokai Sensei, etc., vont présenter, vont travailler sur des koans, les présenter à une lecture, et ensemble, on voit ce qui sort de la boîte. Donc, on va confronter, on va partager plutôt que confronter, et en fait, c'est se laisser advenir ensemble qui va nous permettre d'éclairer ce koan ensemble sous 1001 jours nouveaux. Et ce qui est génial, c'est que, bon, moi, ça fait plusieurs fois que je travaille avec les cas du Denkoroku, avec plusieurs élèves et avec plusieurs frères et sœurs de pratique. Et à chaque fois, ça sort différemment. Ça se présente différemment. Les koans on n'a jamais terminé de comprendre un koan. Le koan nous pratique, nous vit, et c'est sans fin. Et je trouve cet éclairage de le travailler ensemble absolument extraordinaire. C'est quelque chose que je n'ai jamais vu ailleurs. Et ça aussi, c'est Taigo Roshi qui l'a permis. Alors, il y a John Tarrant, qui est un des grands héritiers de Aitken Roshi aux États-Unis et qui a travaillé avec, je pense, Madame Momon aussi. Et il y a également Glassman qui dit rappeler la chose. Le Kohan, il est là pour dynamiter notre lecture du réel. Il est là, en fait, pour exploser ce que l'on croit. Donc, il est là pour nous faire échouer à saisir et pour nous renvoyer à l'état d'ouverture. Et donc, il n'y a pas de réponse à un Koran. Il n'y a pas de choses que l'on puisse apporter et dans la pierre, inscrire d'une manière durable. Non. Chaque moment, il faut, et c'est Glassman qui disait, j'ai étudié le Kohan Mu avec 4 maîtres zen différents et j'ai dû à chaque fois tout recommencer à zéro et tout oublier de ce que j'avais cru comprendre. Parce qu'à chaque fois qu'on travaille le Kohan, c'est la situation de l'existence, c'est le moment qui dicte en fait l'éclairage. Ça n'est pas une réponse qu'il faut savamment distiller et comprendre qui se cacherait derrière les mots ou autre chose de la sorte. Je comprends. Et alors, quelle est l'importance de Zazen dans le livre pour Kaizen? Comment il articule, lui, dans le livre, le lien entre le Kohan et le Zazen? Est-ce qu'il en parle précisément? Il ne parle que de ça. Il ne parle que du Zazen, en fait. Mais un Zazen qui n'est pas simplement le Zazen sur le coussin, c'est bien sûr le Zazen sur le coussin. Mais c'est le Zazen qui va au-delà du coussin aussi. Mais Nyojo peut en parler puisque il a labouré cette terre. Je t'en prie. Oui, je dirais que plus l'on pratique quotidiennement, régulièrement Zazen, plus les limites s'estompent complètement entre début, fin du Zazen. Il y a toujours en fait Zazen, y compris lorsque nous sommes au boulot, lorsque nous faisons la cuisine, lorsque nous rions, lorsque nous pleurons. Zazen est toujours là. Et donc il n'y a pas vraiment de voilà. Et d'ailleurs dans le Denkoroku, Zazen est effectivement très peu développé. On ne parle en tout cas pas explicitement. Voilà. Pas explicitement. Ce qui est assez rigolo, c'est que d'ailleurs, les rares moments où il est évoqué, c'est plutôt pour inviter les gens à ne pas s'enfermer dans un attachement à un samadhi particulier, à un état de conscience particulier. Dans plusieurs cas du Denkoroku,
On a des disciples, alors là, complètement engagés, qui ont voué leur vie à cela, mais qui s'accrochent à une pratique rivée à des états de conscience qui seraient suscités par Zazen. Et les maîtres arrivent et mettent tout ça, évidemment, par terre, et les aident à aller au bout, à aller dans le sens de Zazen. Et le sens de Zazen outrepasse complètement, effectivement, la posture assise, bien sûr. Et donc, dans le livre, il présente finalement 53 éveils, on peut dire. Et est-ce que, Jean, tu pourrais essayer de décrire ce qu'il entend, lui, par éveil? Au fond, quel est le but du chemin, s'il y en a un? Voilà, comment il décrit, vous avez parlé d'ouverture, comment il décrit cette ouverture, en fait? Et est-ce que cette ouverture, c'est la fin du chemin ou c'est le début du chemin? Quel est le rapport entre cet éveil premier, là, qui apparaît dès les premiers moments des chapitres, et ensuite le développement de la pratique? Yojo, je te laisse. Je voulais te laisser. Peut-être le silence, alors l'ultime réponse. Oui, ça c'est effectivement ce qui souvent se dit, mais je suis pas tout à fait d'accord avec cette notion de silence. Parce que tout parle, tout chante le Dharma. Et il est là le sens du vrai silence. Donc, alors le sens, alors de quel éveil effectivement on parle? Déjà, l'éveil n'est pas un état de conscience, ce n'est pas quelque chose. Je dirais que les cas, les uns après les autres, dans la notion même de transmission, dans la notion aussi de processus qui est constamment évoqué et réévoqué. On voit bien que l'éveil dépasse la notion d'individu éveillé, de moment particulier, même si évidemment dans le relatif il y a bien un moment où voilà, mais en fait on comprend que rien n'est isolé, rien n'est séparé, que tout co-advient. Et donc il ne s'agit pas de quelque chose. Et je dirais que tout le processus, cas après cas, est d'aller effleurer les murailles fictives qui peuplent l'esprit, ou dont on croit l'esprit peuplé, pour les laisser tomber. En ce sens-là, effectivement, l'éveil, comme le disait Dogen, n'est pas la fin, n'est pas l'aboutissement de la pratique, mais n'en est que le début, n'en est que le commencement. Et l'éveil est rapporté, en fait, il y a Kaizen à un moment, je ne sais plus dans quel chapitre, où il nous dit qu'il faut 40 000 éons, 40 000 kalpas, 40 000 durées cosmiques pour parvenir au premier fruit de l'éveil, etc., etc. Et oui, c'est très très long, et il continue, et il dit que quelqu'un qui a le premier fruit de l'éveil, c'est ça, va mettre 40 000 kalpas avant d'obtenir l'esprit du début, l'esprit originel, l'esprit du débutant, Shoshi. Puis il dit pour le deuxième fruit, c'est 30 000 kalpas, le troisième. Mais à la fin, il y a un temps fou avant d'obtenir l'esprit du début. Et avant d'obtenir la fraîcheur, la douceur, l'ouverture de cet esprit du début. Donc l'éveil n'est certainement pas quelque chose qui s'obtient. L'éveil est une ouverture sans limite de temps, sans limite de personne, sans limite spatiale. Et c'est un co-avènement. Et d'où le sens d'ailleurs de la transmission. On ne peut pas s'éveiller individuellement, en tout cas. L'éveil passe toujours par la rencontre des phénomènes, mais aussi la rencontre de l'intime chez l'autre. C'est ça le grand paradoxe. Trouver l'intime universel, ça ne peut pas être par les moyens habituels, par les moyens auxquels nous sommes habitués, auxquels nous nous accrochons, dans lesquels nous nous crispons, nous nous tendons. Cela se trouve ensemble, en accord avec. Et c'est là le premier cas d'ailleurs du Denko-roku. Le Bouddha s'exclame, moi, en accord avec la vaste terre et tous les êtres sensibles,
en un moment, en un seul moment, nous accomplissons la voie. Donc déjà, on voit bien qu'on n'est pas du tout dans l'idée, et Kayzad enfonce le clou vraiment dans son commentaire de ce premier chapitre, ce chapitre d'introduction. Le moi exprimé par Shakyamuni à ce moment-là n'est pas l'homme Gautama, n'est pas l'homme Shakyamuni. Et donc, il va nous inviter à explorer ce qu'est le moi dans cet énoncé et ce qu'est le en accord avec. En tout cas, il ne s'agit certainement pas de chosifier l'éveil, d'en faire un truc, d'en faire un bidule, quelque chose, d'en faire un moment, d'en faire une étape ou un état de conscience. Et tout le Denkoroku, de même que tout le Shobogenzo, va aller vraiment casser toutes ces formes de prise, d'emprise, de saisie, de contrôle et de compréhension que l'on croit avoir ou que l'on croit être. Les maîtres ont coutume de parler de l'éveil comme l'immense, le grand endommagement, l'immense perte. C'est en fait abandonner toutes les idées que l'on a, les concepts et ce qui en découle, c'est-à-dire les tentatives de saisie, de contrôle, de manipulation du réel ou de nous-mêmes, de ce que l'on croit réel ou être réel. De même, la transmission, on parle de transmission et le paradoxe est celui-ci, c'est que rien n'est véritablement transmis. C'est d'ailleurs dans le cœur d'un des textes phares, un des textes racines qui est le Hanshin Kirigami, le papier coupé du Hanshin, qui en fait dit que voilà, rien n'est donné durant la transmission. Qu'est-ce qui se passe concrètement? Comme vient de le dire Nyojo, le maître tend le miroir de son déploiement au visage originel de l'élève qui se reconnaît. Mais il n'y a rien qui soit donné de l'un à l'autre. En fait, n'est transmis que ce qui est déjà là. Voilà. Et ça, c'est quelque chose de très, très important. Chaque transmission, elle est cette actualisation de l'ouverture à ce qui est déjà là à travers l'abandon de toutes les formes de croyances, d'attachement possibles et imaginables pour l'élève dans la configuration où il se trouve. Magnifique. Et j'ajouterais quelque chose, c'est que nous dit d'ailleurs souvent Taigo Roshi, c'est cet abandon, ce permanent abandon, ce constant abandon, qui est aussi le constant don de soi, s'abandonne lui aussi, s'abandonne lui-même. Dans la transmission, donc, qui est l'avant-dernier chapitre, la transmission de Nyojo à Dogen, donc Nyojo dit laissez tomber, donc corps-esprit, laissez tomber, donc corps, esprit, laissez tomber. Et Dogen réalise vraiment cette ouverture auprès de ce maître et vient offrir et laisser tomber de l'encens en poudre et lui-même se laisser tomber, se prosterner au pied de son maître en répétant corps, esprit, laissez tomber. Et là, Nyojo va retourner cet énoncé, c'est très important. Il lui dit laissez tomber corps, esprit. Et il lui dit laissez tomber le laisser tomber. Quelle liberté. Quelle joie. Et alors, là, tu as parlé d'un maître en particulier. Dans ces 52 patriarches, 53 avec le Bouddha, est-ce que vous avez un maître favori? Est-ce que dans ces individualités, ces expériences particulières, est-ce qu'il y en a une qui vous touche plus que les autres? C'est pas forcément la même pour les deux d'ailleurs. Moi, je vais peut-être me permettre d'en parler. C'est le bon vieux Dongchan qui voyant son image dans l'eau, penche son visage et dit quelque chose à peu près comme ceci. Il est lui et il est moi et je ne suis pas lui. Oui, et tu vois, j'allais parler de lui aussi parce que ça me touche beaucoup et je me souviens que j'avais lu ce texte auparavant et j'avais trouvé ce passage extraordinaire. Et toi, Jean?
Alors évidemment, je peux avoir des préférences ponctuelles, vraiment des emballements ou des enthousiasmes ponctuels, mais à force de respirer, quoi, d'éprouver tous ces cas, non, c'est vraiment la visite, ouais, la visite de l'esprit, l'exploration sans relâche de l'esprit à travers chaque cas, et je crois que j'ai de moins en moins ou de préférence ou d'enthousiasme pour tel ou tel. Par contre, il y a des phrases de Kaizen qui m'ont bouleversé, effectivement. Des phrases de commentaires, notamment une phrase qui a été très importante pour moi, au point que j'en fasse un petit tampon à coller sur les rakus ou sur les... C'est Munaige, ni intérieur, ni extérieur. Pas d'intériorité, pas d'extériorité. Voilà, ça c'est le genre de phrase chez Kaizen qui vraiment... Mais il y en a d'autres. Et hier, alors par exemple, je relatais une phrase dans la succession donc à Buddha Mitra, le chapitre à Buddha Mitra, qui est le 9e patriarche. Et Kaizen dit, n'avez-vous pas vu ce qui a été avancé comme l'illumination de 1000 soleils alignés? Les personnes qui sont obscurcies, en se tournant vers l'extérieur, le recherchent. Les personnes éclairées, se tournant vers l'intérieur, ne le retiennent pas. Elles ne retiennent pas cette lumière. Vous voyez ce genre de phrase, bon, ça c'est du Kaizen, vraiment, vraiment. Et c'est incroyable. Et il dit, vous devriez y penser calmement, à l'intérieur il n'y a rien dont on soit intime, à l'extérieur il n'y a rien dont on soit séparé. Wow. C'est dans quel chapitre ça? Alors ça, c'est le chapitre Buddha Mitra, c'est le 9e patriarche. Voilà, Buddha Mitra, donc l'ami des Bouddhas. Des phrases comme ça, vous en avez à l'appel dans chaque cas, dans chaque chapitre, vraiment qui sont encore une fois, pas des phrases qui relèvent d'une compréhension intellectuelle, mais qui sont vraiment des directions à respirer, à vivre, à éprouver dans notre quotidien, sur le zafu, mais aussi dans notre vie quotidienne. Je voudrais rajouter une chose parce que ça me semble extrêmement important. Nyojo a fait un travail d'autant plus extraordinaire qu'il n'a pas succombé à la séduction de la traduction littéraire. Parce que, en fait, si l'on veut traduire un texte étranger, exotique, ancien, il se peut qu'on ait très envie qu'il sonne agréablement, qu'il soit effectivement plein d'appétence, d'attirance, de séduction pour nous, lecteurs de notre temps. Le problème, c'est si on fait ça, on va perdre énormément de sens, énormément de signifiants. Et le choix de Nyojo, ça a été justement de respecter le plus possible la langue originelle de Kaizen, au risque d'être parfois ou donner l'apparence d'être maladroit. Parce que c'est important, cette fidélité. C'est très, très important. Plutôt que de faire un texte léché. Joli. D'ailleurs, on a vu un débat, enfin une discussion avec Jean, parce que je trouvais effectivement la traduction parfois rude, et je lui avais demandé de l'assouplir, de la rendre un peu plus, voilà, peut-être moderne. Et je dois reconnaître qu'il a refusé. Il est resté fidèle, et il a eu raison, et j'avais tort. Il est resté fidèle à ce que tu viens de décrire, Pierre, cette volonté de traduire au plus près du texte. Et ça demande du lecteur un peu plus d'effort, mais la récompense n'en est que plus grande, parce qu'on entre vraiment dans la beauté et la profondeur du texte. Et alors, je peux donner quelques exemples de ça, oui. Je peux donner quelques exemples très concrets de ça qui montrent à quel point il est important de revenir vraiment au texte source. Par exemple, il y a un moment où il parle du vent radieux de la terre originelle. Donc, je traduis littéralement vent lumineux ou vent radieux de la terre originelle. Et la plupart des traductions anglaises ont dit landscape, paysage. Et c'est vrai que la manière de dire paysage en chinois, donc qui est reprise en japonais, ça va être le vent, le souffle, le vent, lumineux, radieux. Et donc, beaucoup traduisent simplement par paysage. Mais je pense qu'il est absolument essentiel de remettre vent radieux avec une petite note. D'où aussi toutes mes annotations qui peuvent paraître un peu lourdes, mais qui me semblent essentielles pour à la fois rester fidèle au texte et en même temps montrer la profondeur du champ sémantique et surtout la profondeur spirituelle des mots choisis par Kaizen. Le vent radieux, c'est pas rien. Le vent dans notre tradition, c'est pas rien. C'est la métaphore de l'enseignement qui souffle,
depuis les Bouddhas du passé jusqu'à nous. Et qui continuera de souffler, évidemment, après. Et la lumière, évidemment, elle est très, très importante aussi ici. Donc, le vent radieux. Voilà. Mais c'est un exemple parmi tant d'autres. Et il y a aussi, je voulais rendre aussi la finesse littéraire, parce que Kaizen, malgré son côté grand public, était aussi un érudit et il savait jouer des mots. Et il y a par exemple une phrase où il nous dit le cœur-esprit originel depuis l'origine se manifeste ouvertement, lumineux, radieux, il advient comme soleils et lunes. Et beaucoup de traductions vont dire ici, lumineux, il advient comme les jours et les mois. Donc, il y en a même qui disent la vie quotidienne, parce que jours et mois, voilà. Mais le truc, c'est que quand il dit radieux, lumineux, l'idéogramme utilisé rassemble celui du soleil et de la lune. C'est-à-dire que le cœur originel est cette lumière de soleil et lune qui est rassemblée. Lumineux, il advient comme soleils et lunes. Et là, les deux idéogrammes se décomposent. On a le soleil qui signifie aussi jour, on a la lune qui devient les mois. Et là, vous avez vraiment un exposé profond de la vérité absolue et de la vérité relative, et de cette danse absolument essentielle entre vacuité et phénomène. Et donc, il me semble absolument impératif, au risque effectivement d'employer peut-être des phrases lourdes, ce qui n'a pas été simple pour moi. J'ai une formation littéraire et j'aime bien faire du joli, du beau, de l'élégant. Mais là, il a fallu que je mette ça de côté pour redonner vraiment la parole à Kaizen. Et ça, c'est un exemple parmi tant d'autres, et c'est ce qui justifie la lourdeur, pardonnez-moi, de mes notes aussi. Essayer de restituer ce sens profond. Bah, écoutez, merci beaucoup tous les deux de cette discussion qui m'a vraiment passionné, parce que le texte est incroyablement profond et vous le connaissez bien. Donc merci beaucoup. Merci Jean pour cet énorme travail. Et je suis sûr que voilà, beaucoup de pratiquants du zen, mais aussi un chercheur spirituel, de toute façon, pourra y trouver beaucoup de connaissances et de ressources. Donc merci beaucoup à tous les deux. Et puis, ben, écoutez, à bientôt, à très bientôt. Merci beaucoup. À bientôt. À bientôt.